Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. La nouvelle année a démarré depuis quelques semaines et parmi vos résolutions 2018 figure cette décision de travailler sur l'affirmation de soi. Changer de posture, être maître de vos actions, décider pleinement par vous-même et exécuter. Mais justement, comment y arriver? Eh bien, des spécialistes sont ici présents pour vous en parler. Ensuite, n'oubliez pas l'interview santé. Peut-on éviter les césariennes? Dr Youssef Benjeloun nous dira tout. Restez avec nous pour les détails. Je veux arriver à m'affirmer. Nous allons en parler avec deux spécialistes. Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci vous êtes psychologue clinicienne. Et Mouna Sqli, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes coach certifiée, formatrice en soft skills. Mesdames, merci beaucoup d'être là pour en fait ce sujet qui a l'air d'être très vaste, mais nous allons voir comment finalement l'affirmation de soi est quelque chose qui peut être technique à mettre en place et en œuvre, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. D'abord, on va commencer par des définitions à travers vos deux points de vue, vos deux spécialités, vos deux approches. Camélia Zakaria, en tant que psychologue, l'affirmation de soi, ça veut dire quoi? Alors, l'affirmation de soi, c'est une manière, on va dire que c'est avant tout une manière intelligente d'exister dans ce monde en interaction avec autrui. En fait, qu'on le veut ou non, à partir du moment où on est dans ce monde, où nous tissons des relations, partageons des émotions, on est obligé de s'affirmer, on est obligé de communiquer et par conséquent, donc l'affirmation de soi est de mise dans tout acte de communication. Donc, qu'est-ce que l'affirmation de soi? On va le voir. Qu'est-ce que ce n'est pas l'affirmation de soi? On va le voir aussi, mais en tout cas, dans tout acte de communication, nous nous affirmons ou nous tentons de nous affirmer. Très bien. Alors, Mouna Sqli, vous êtes coach certifié, formatrice en soft skills. Et dans votre approche à vous, l'affirmation de soi, c'est quoi? L'affirmation de soi, tout d'abord, c'est l'expression de soi. Ça veut dire c'est une attitude interne qui va faire qu'on va exprimer ce qu'on ressent, qu'on va exprimer nos besoins et on va exprimer également nos opinions. Et tout cela, c'est à travers, en fait, par le mot, une attitude, donc par des mots, on dit non. Et aussi par un langage qui est non-verbal, donc avec une posture, mais également, c'est-à-dire en dehors de ça, le ton, le débit. D'accord. Voilà. Ok. Alors, en fait, à vous entendre toutes les deux, l'affirmation de soi, c'est une histoire de communication. C'est comment je communique avec les autres. Alors, on pourrait croire que l'affirmation de soi, c'est en quelque sorte s'imposer. Est-ce que c'est ça, s'affirmer? C'est communiquer de manière un peu plus intelligente. En fait, quand on parle du thème de l'affirmation de soi, c'est un terme qui touche un peu à l'estime de soi, à la confiance en soi. C'est assez périphérique comme mode d'enseignement, mais très complémentaire à la fois. Donc, à partir du moment où on parle d'affirmation de soi, c'est de montrer son existence au monde, dans un monde interpersonnel où je suis en relation avec les autres. Comme l'a dit Mouna, en fait, communiquer, c'est, encore une fois, et s'affirmer surtout, c'est de pouvoir exprimer ses opinions, elle a très bien dit, ses valeurs, mais aussi son ressenti, ses émotions. Exact. Et on va voir que ce n'est pas toujours facile de pouvoir s'affirmer, de pouvoir justement s'affirmer dans ce monde interpersonnel avec les autres. Mais on a l'impression, quand on dit à quelqu'un, ou quand on dit de quelqu'un qu'il s'affirme, quand cette personne s'affirme, on a l'impression qu'il y a quand même une petite pointe d'agressivité et en fait, c'est s'imposer, imposer son idée. Est-ce que c'est ça? Alors justement, c'est-à-dire l'affirmation de soi, c'est quoi? C'est quand on exprime ce qu'on est, donc nos émotions, nos sentiments et nos besoins, c'est dans le respect de soi, mais aussi dans le respect de l'autre. Par contre, une affirmation, disons, ça ne va pas être une affirmation de soi, mais une expression qui est plutôt agressive, c'est vraiment prendre en considération soi, mais dénigrer l'autre. Et également, a fortiori, quand vous avez une expression qui est de soumission, une attitude de soumission, c'est se dénigrer et donner la place à l'autre. Alors au contraire, l'affirmation de soi, c'est s'exprimer, mais en donnant autant la place à soi qu'à l'autre. Alors souvent, justement, on entend les gens en parler, dire « moi j'ai besoin de m'affirmer ». Et quand la personne dit « j'ai besoin de m'affirmer », ça veut... En fait, derrière, on lit « j'ai besoin de m'imposer ». Qu'est-ce qui fait qu'on ait autant de flou, de perception par rapport à cette notion de l'affirmation de soi? Pourquoi, selon vous, Mouna Sqli? Écoutez, je pense que c'est aussi culturel, parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup en fait, dans l'éducation, il était important de s'affirmer, ça veut dire que c'est soi au détriment de l'autre.
Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec tout le développement personnel, les soft skills, ça permet en fait de prendre en considération une notion qui est essentielle, qui est une notion de leadership. Ça veut dire on va se prendre soi-même en considération et travailler sur soi pour pouvoir se gérer, gérer ses propres émotions, pour pouvoir in fine gérer les autres. Mais dans le respect mutuel, dans une attitude qui va être win-win. Donc ça reste une notion nouvelle quand même, l'affirmation de soi? En fait, la communication de manière générale reste quand même une discipline assez nouvelle. Exact. Parce que nous n'avons jamais eu autant d'outils de communication, il faut le dire. Nous sommes dans la messagerie instantanée, nous sommes dans la messagerie éphémère, nous avons le téléphone, les vidéoconférences, etc. Donc on a autant d'opportunités de pouvoir communiquer et de mieux communiquer. Donc on a différentes interactions. Mais en même temps, l'individu est resté quand même le même. L'apport éducationnel est quand même resté le même face à un monde qui change. Donc, comme elle a très bien dit, c'est l'affirmation de soi, elle est différente de l'agressivité parce que justement, je vais communiquer, exprimer mon besoin, ma frustration, mon ressenti, mais toujours en préservant l'autre. Toujours avec cette notion que l'autre est censé garder son intégrité et que je puisse garder la mienne, que je puisse communiquer sans forcément justement que ce soit au dépens ou au détriment de mon ressenti ou de mes émotions. Donc oui, c'est relativement neuf, parce qu'on voit de plus en plus dans les librairies les étalages qui pullulent de bouquins, de coaching ou de développement personnel, etc. Donc ça a créé un nouveau besoin d'ici là, jusque-là ignoré. Donc lorsque, je veux vous dire, au cabinet, on ne reçoit pas forcément des gens qui viennent vous dire « j'ai besoin de m'affirmer ». La demande, elle est plutôt masquée. Enfin, on va se retrouver beaucoup plus avec des gens qui vont vous dire « je suis surmenée, on me demande trop de choses, je ne suis pas assez considérée, je trouve que je suis très agressée, qu'on m'agresse dans mon travail. » Je suis timide? Oui, je suis timide, je suis agressée, je ne suis pas assez considérée, je ne sais pas formuler une demande, je ne sais pas dire non, je ne sais pas comment m'en sortir, je suis surmenée, je n'arrive pas à dire non de manière générale aux différentes sollicitations. Ça peut être dans le monde professionnel, comme ça peut être dans la sphère privée également. Donc là, la demande, elle est masquée, mais on reconnaît derrière, justement, qu'il y ait ce souci de pouvoir s'affirmer. Et elle a très bien dit, l'affirmation de soi ne se construit pas en un jour. Donc, c'est beaucoup plus le fruit de l'éducation, de différents... Mais c'est rattrapable quand même. Mais bien sûr, c'est rattrapable. C'est ça qui fait... Enfin, c'est ça qui rassure aussi. D'où les différentes techniques qu'on va voir au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, Camélia a évoqué les demandes des patients. On va essayer de voir les demandes de vos clients, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans le monde du coaching. Oui. Exactement. Camélia disait que la demande est masquée. Est-ce que c'est la même chose dans votre pratique? Ça arrive effectivement. En clientèle, ce qui va arriver, c'est qu'une personne, donc femme, homme, que ce soit pour, disons, au niveau du travail, donc au niveau d'une vie professionnelle, c'est une personne qui a beaucoup de compétences. Mais par rapport à une augmentation, par exemple, de salaire, c'est une personne qui ne va pas pouvoir venir affirmer et décrire le travail qu'elle fait pour pouvoir prétendre à une meilleure situation salariale ou en fait un développement de carrière. Donc c'est aussi ça qui fait que la personne vient. En clientèle, Mais on vous dit quoi? Alors on nous dit, il y a un manque d'énergie, tout à fait. Voilà, il y a un manque d'énergie. Une personne qui est tout le temps fatiguée, qui n'a plus envie d'aller au travail, ou à titre personnel, par exemple avec ses amis, c'est une personne qui n'ose pas dire non. Par exemple, dès qu'une personne vient lui dire « Bon ben, écoute, tu sais, tu es vraiment ma grande amie, j'aimerais beaucoup que... Bon, écoute, demain, j'ai un plan avec, en couple, et je voudrais bien en fait laisser les enfants, est-ce que ça ne te dérange pas ?» Donc, le fait de dire oui à chaque fois fait qu'à un moment, on se rend compte que dire oui à tout, c'est aussi dire non à soi. Donc, c'est pour ça que c'est important que dans les relations, que ce soit une vie familiale, une vie sociale, c'est-à-dire une vie professionnelle, ou une vie également personnelle, c'est de déterminer que l'énergie va venir de la place qu'on se laisse à soi. Parce qu'on est à l'écoute de ses besoins, justement, de ses émotions et puis de ses opinions. Donc c'est important de pouvoir exprimer ça, de faire en sorte aussi, et cette énergie vient de ça, c'est que ce qu'on ressent, c'est compris et partagé par l'autre. Et respecté. Et respecté. Parce que quand ce n'est pas le cas, c'est pour ça que les personnes partent difficilement au travail, elles n'ont plus d'énergie, que par exemple dans une relation de couple, c'est une personne qui considère qu'elle fait trop de sacrifices. Parce que quelque part, il y a en fait un manquement à soi. C'est ça qui fait que les personnes viennent justement pour un coaching, pour se faire accompagner et justement pour pouvoir retrouver les ressources, justement pour mieux être au quotidien avec soi
Et quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Camélia, vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais rajouter juste par rapport à l'affirmation de soi qu'il n'y a pas 36 000 manières de communiquer. C'est-à-dire que j'aimerais bien donner un exemple auquel j'ai assisté la semaine dernière. En fait, c'était une nouvelle recrue dont tout le monde parlait dans une entreprise, j'étais en mission, et donc tout le monde parlait justement du fait qu'elle a mauvaise haleine. On va voir comment le comportement affirmé peut être visible dans ce genre de situation. Et donc on va avoir 4 protagonistes. On va avoir la première, une femme qui travaille là-bas qui va nous dire bah, écoutez, de toutes les manières, moi j'ai trouvé la solution avec elle, j'ai été désagréable, elle n'est pas venue me voir. Donc là c'est un comportement agressif. Il n'est pas affirmé, il est agressif. On va voir la seconde qui va nous dire bah, de toutes les manières, moi je ne lui ai pas dit bonjour, j'ai entendu dire qu'elle avait mauvaise haleine, je préfère l'éviter. Là on est dans un comportement soumis. Passif, soumis. La troisième, elle va nous dire, bah, écoutez, de toute manière, moi, je l'ai envoyé faire quelques missions de photocopie, chercher le café, etc., etc. Tant que je ne la voyais pas dans ma sphère, c'était pour le mieux. Donc là, elle est dans un comportement de manipulation. C'est assez malhonnête, mais on exprime ses sentiments, ses émotions, et on arrive quand même à ses fins. Donc là, c'est le troisième comportement. Tout à fait. Et le dernier, c'est le comportement affirmé. On va avoir la dernière qui va nous dire, bah, écoutez, de toute manière, demain, j'essaierai de la voir pour lui parler et de lui faire part de ce petit problème. Donc le lendemain, donc moi je lui ai demandé justement de me faire un retour par rapport à un petit débriefing par rapport à cette situation d'affirmation de soi justement. Donc elle la reçoit. Pardon, une parenthèse. La personne était consciente de son Pas affirmation de soi? Pas du tout. Non. Pas du tout. Justement, ils sont tous, ils travaillent tous dans la même entreprise. Donc les 4 chacun femmes, a son attitude, chacun a son approche. Face à un problème de communication, Très on va bien. dire. Et donc elle la reçoit, donc elle me briefe par la suite. Donc elle lui dit, écoute, tu sais, je vais te briefer, je vais te faire un retour par rapport à cette première journée. En fait, tu es très agréable, tout le monde t'a apprécié, on a passé une super bonne journée avec toi. Maintenant, est-ce que tu m'autorises à te faire une toute petite remarque qui peut te paraître désagréable, mais je suis sûre que pour la qualité de notre relation, on peut avancer. Donc à partir du moment où l'autre est prévenu de la remarque qu'on va lui faire, elle est plus justement à l'écoute, et l'écoute elle est moins flottante. Donc voilà, l'écoute. C'est des techniques de communication non techniques violentes. De communication non violente. De toute manière, fait. l'affirmation de soi rentre dans la communication non violente, de toutes les manières. Donc là, le fait d'affirmer sa présence au monde et de permettre justement à l'autre aussi de rentrer en communication sans jamais être dans l'agressivité, d'entendre aussi bien un compliment qu'une critique fait partie aussi des techniques d'affirmation de soi, de pouvoir s'affirmer en disant ce que je pense, ce que je ressens, mais tout en préservant l'autre. Donc tout est dans la forme de ce qu'on est en train de dire. Le contenu va être le même, mais tout est dans le contenant. On va voir comment c'est soldé l'affaire. Elle se finit positivement, oui, la personne accepte? Positivement, en lui disant, bah, écoutez, ici on a une ambiance bon enfant, si jamais j'ai moi aussi une salade dans les dents ou quoi que ce soit, je compte sur toi justement que tu viennes me le voir, j'espère que ma remarque ne t'a pas blessé, etc., etc. Et bien sûr que non, parce qu'à partir du moment où l'autre est prévenu, parce que comment elle lui a parlé? Elle lui disait, tu sais, est-ce que tu m'autorises à te faire une remarque? C'est la porte d'entrée. Exactement. Donc la personne est prévenue qu'il va y avoir une décharge émotionnelle assez importante. Donc ça permet justement au côté rationnel de temporiser, d'écouter. De se dire, je vais peut-être entendre quelque chose qui ne va pas me faire plaisir, mais je suis prévenue et je vais gérer. Exactement. Ça fait partie encore une fois des techniques de communication en affirmation de soi. Et donc ça s'est soldé justement, la mauvaise haleine apparemment est disparue, l'ambiance est bon enfant et la personne est quand même, après une semaine, toujours aussi bien intégrée alors qu'elle a eu plutôt un mauvais départ. Alors ça, c'est un exemple en fait qui démontre en quelque sorte que l'estime de soi, c'est aussi pour gérer l'autre. Parce que, encore une fois, je reviens à ce constat de quand on évoque l'estime de soi, là encore, on pense que c'est uniquement moi et moi-même. C'est avec moi, comment je vais m'imposer, comment je vais être perçue par les autres, mais on ne sent pas du tout et on n'intègre pas la dimension de l'autre. Et ça, c'est un exemple qui implique forcément que c'est un rapport de communication et donc avec l'autre. Oui, effectivement, c'est tout d'abord, de toute façon, on est en interaction avec l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en clientèle, par exemple, vous avez une personne, par exemple un jeune qui est en post-bac, qui a des notes excellentes et qui arrive justement, pourquoi? Parce qu'au niveau de l'oral, ça ne marche pas. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup de compétences techniques. Exact.
ce qui arrive, c'est qu'au niveau de son image, c'est quelqu'un qui a grandi justement avec un père qui était très très autoritaire et qui au quotidien justement venait lui dire, tu sais, c'est pas suffisant. Non, tout ce que tu fais, ben, je pense que tu peux faire encore mieux. Pardon, oui. Une parenthèse quand même. Ce père autoritaire pensait bien faire. Voilà, justement, au départ, il y avait bonne intention. Voilà, il y avait une bonne intention de booster un peu les capacités de son fils parce qu'il y avait une génération a grandi avec. Effectivement. Et donc c'est tout cet héritage-là qui fait qu'aujourd'hui il y a des personnes qui n'ont pas justement suffisamment d'affirmation d'eux-mêmes parce que en termes d'image, il y a justement, je dirais pas une blessure narcissique, mais quelque chose qui a manqué. Exact. Et donc, ce qui fait que quand ils sont adultes, justement, il y aura un manquement, par exemple, au niveau de l'affirmation de soi, pour passer un message, pour exprimer ses émotions, dire qu'on est content, dire qu'on n'est pas content, dire qu'on est d'accord, et puis exprimer aussi son opinion. Voilà, donc c'est aussi ça le manquement. Et donc, le coaching va aider justement à mettre à plat quels sont exactement tous les points positifs que cette personne a, mais permettre aussi de mettre aussi en exergue toutes les croyances limitantes. Vous voyez ? Et quand on arrive justement à mettre ça à plat, ça permet justement à la personne qui est coachée de venir prendre conscience de ce qu'elle a et sur quoi elle doit travailler. Ok, donc vous valorisez tout le potentiel positif. Absolument. Et puis vous encouragez tout ce qu'il y a à travailler. On ne dit pas tout ce qui est négatif parce que, on va dire, rien n'est négatif, tout est positif. Oui, tout à fait. C'est-à-dire même les limites, on peut travailler dessus et puis se développer. Et comme vous avez si bien dit aujourd'hui, en fait, avec le e-learning sur Internet, il y a une capacité donc d'apprentissage qui est très facilitée. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'accessibilité, en fait. Tout est accessible aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, ça, vous avez donné l'exemple d'un jeune chez qui nourrir l'estime de soi a fait défaut pendant, on va dire, son enfance, son adolescence. Et on va dire, beaucoup de personnes se retrouvent dans cet exemple-là parce qu'une génération a grandi comme ça, parce qu'à l'époque, les parents n'avaient pas la connaissance que la nouvelle génération de parents a aujourd'hui par rapport à la psychologie de l'enfant, aux soft skills, au développement personnel. Donc, bien sûr, il ne faut pas en vouloir à ses parents. On peut évoluer et travailler sur ça. Maintenant, si on devait prendre le cas d'un enfant, en fait, on va dire, qui va grandir de façon idéale, chez qui on va développer au maximum cette estime de soi. À partir de l'enfance, puisque vraiment, on va dire, il va pousser sur cette structure-là. Ça serait quoi les étapes ? Ça veut dire quoi le comportement au quotidien avec cet enfant pour ne pas non plus se retrouver à nourrir un côté extrêmement narcissique chez cet enfant ? Ne pas se retrouver dans les extrêmes. Dans les extrêmes, exactement. Exact. Justement, l'environnement est censé être étayant. Donc, mon affirmation de soi dépend pour beaucoup de comment mon environnement est changé, partager, communiquer avec moi et aussi les opportunités de communication que j'ai pu avoir aussi. En revanche, un enfant qui va être, par exemple, brimé, un enfant qu'on ne va pas écouter, un enfant dont on ne va pas faire attention à ses besoins, à son ressenti. À chaque fois, on va le rabaisser, lui dire que tu es stupide, tu es nul, de toute manière, tu ne vas pas y arriver. L'intention, elle est bonne. Très souvent, c'est assez maladroit. L'intention, elle est bonne, mais la stratégie est très mauvaise. Parce que justement, la personnalité se développe, c'est dynamique et pas du tout statique. Pour pouvoir incuber justement cette affirmation de soi chez l'enfant, on a besoin de l'arroser au quotidien par des compliments, par des gratifications et aussi par des remontrances si jamais justement il y a des écarts. Parce que justement, encore une fois, la première fenêtre sociale que connaît l'enfant et qui lui permet justement d'avoir une image de lui-même, c'est la fenêtre sociale familiale. Dans un premier temps nucléaire pour ensuite passer à une autre sphère qui est beaucoup plus élargie. Donc, gratifier son enfant, mais aussi ouvrir des pistes de communication. Quand je parle de pistes de communication, c'est ne pas, encore une fois, se retrouver avec, comme ce qu'on disait par rapport à Françoise Dolto, l'enfant est un petit être. Ça a été mal compris, on pensait qu'il fallait se justifier et tout expliquer à l'enfant. Exact. Je ne demande pas de tout psychologiser. À un certain moment, il faut quand même arrêter certaines discussions et ne pas tout expliquer à un enfant. Mais lui donner quand même l'opportunité de pouvoir s'exprimer par rapport à un ressenti, sinon on va créer la frustration et aussi pouvoir l'encourager quand on est en public, pouvoir l'écouter justement quand il a fait une très bonne poésie ou qu'il a assisté à un spectacle, lui donner des moments
de qualité, pas forcément de quantité, mais de qualité où on est à son écoute. C'est vrai. Oui. Excusez-moi, justement, je voudrais rebondir sur ce que disait Camélia. Ce que vous dites, c'est extrêmement vrai. Ce qui ressort aussi, c'est que, par exemple, quand on voit juste le carnet scolaire, en coaching scolaire, donc je suis des jeunes, et quand ils viennent, en fait, la maman me dit, je ne sais pas ces notes, mais je ne comprends pas. Je lui dis, écoutez, madame, dans toutes ces notes, est-ce que vous pouvez remarquer qu'il y a vraiment une évolution en fonction du début du trimestre jusqu'à la fin du trimestre? Voilà, parce que, par exemple, au Canada, dans le système scolaire, ce qui compte, c'est l'évolution de l'enfant, mais pas les notes. Vous voyez? Donc c'est important aussi, quand les choses sont bien faites, de reconnaître, de prendre par exemple 2 heures, de dire aux jeunes, écoute, je suis vraiment très très fière de ce que tu as fait de bien. Alors que souvent ce qui se passe, il y a par exemple sur 10 matières, il y a par exemple 2 matières qui sont à moins de 10 et tout le reste dépasse. Vous voyez? Donc les parents vont passer peut-être 5 minutes pour dire bon ben écoute, c'est très bien ce que tu as fait, par contre voilà, ce que tu n'as pas bien fait, les maths et la physique, ça va pas du tout, tu as moins de 10, et ils vont passer 2 heures à venir brimer le jeune. Alors que c'est aussi important de mettre en valeur ce qui a été réellement bien fait, parce qu'il y a eu des efforts qui ont été réalisés, et le jeune justement va prendre confiance en lui, il va croire que c'est possible. Tout à fait. Et c'est cette certitude qui fait que ça le porte vers l'avant, que ça lui donne envie de faire les choses. Oui. J'aimerais juste rebondir dessus. Vous savez, très souvent, quand je reçois des parents qui viennent sans enfants, alors je demande toujours à ce que les parents viennent avec leurs enfants, mais il peut arriver justement que les parents viennent sans. L'image qu'on me donne de leur enfant, très souvent, je vous assure Yasmine, je m'attends à un enfant avec un retard véritablement mental ou un retard physique, un enfant avec des difficultés patentes par rapport à ces difficultés, un enfant agressif, un enfant hyperactif. Et quand je rentre l'enfant, et quand on lui fait passer une batterie de tests, on se rend compte que très souvent c'est un enfant en mésestime de soi, qui n'a pas justement l'estime de lui-même. Mais encore une fois, cette estime de moi-même, elle se construit en fonction d'un miroir. C'est le miroir justement des parents. Si mes parents pensent et n'arrêtent pas de me dire justement que je ne suis pas à la hauteur, justement ne voient qu'est-ce qu'il y a en dessous de la moyenne et pas ce qui est au-dessus, ne voient pas mes réalisations, je n'ai pas justement cette appétence pour l'apprentissage, ni pour pouvoir bien faire et pouvoir avancer. Donc ça en fait un adulte qui est quand même bancal dans la construction de lui-même. Tout à fait. Alors, il y a les parents, mais il n'y a pas que les parents. Il y a tout l'entourage, il y a les enseignants, peut-être aussi maladroitement. Effectivement, en fait, ce qui est aussi sûr, c'est le fait que les parents parfois comparent l'enfant au frère ou à la sœur ou au cousin et mettent plutôt en valeur l'autre par rapport donc à justement cet enfant-là qui va grandir justement avec ce moins. Ce qui est aussi embêtant, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est que ce qui développe l'affirmation de soi, c'est le contact en face à face. C'est savoir ce qu'on est et savoir sur quoi on veut travailler pour se développer. Oui. Par contre, au niveau des réseaux sociaux, c'est être derrière un smartphone, être derrière justement un écran et voilà, avoir parfois même un profil bidon. Donc, on n'est pas vraiment à même de se connaître pour travailler sur soi. Donc, c'est un peu ça qui fait que justement le jeune s'affirme moins parce qu'il va rester sur en fait une perception. Ce qui est sûr aussi, c'est que par exemple, ce jeune, et donc un jeune adulte par exemple, ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver à un stade où finalement, il va toujours être rassuré en étant sur les réseaux sociaux. Et souvent, vous le voyez, quand on sort, on trouve dans un café donc une famille complète, vous avez les parents et peut-être 2 ou 3 enfants, et chacun a son écran à plus ou moins grande taille. Vous voyez, et donc la communication ne se fait pas. Et tout à l'heure, vous avez soulevé quelque chose d'essentiel, l'écoute. L'écoute, elle est vitale pour un jeune, pour un enfant, un ado et puis un adulte. Je veux dire, ça permet réellement à une personne de s'affirmer, d'affirmer ce qu'elle pense, mais également ce qu'elle ressent. Alors, oui, bien sûr, vous avez parlé des professeurs, effectivement. C'est-à-dire que tous les milieux, justement, tous les milieux éducationnels, familiaux et aussi amicaux, parfois, ne sont pas forcément vecteurs de cette affirmation de soi ou de cette confiance en soi. Je pense que les écoles sont quand même remplies de beaucoup plus de professeurs démotivés que de professeurs motivés, malheureusement. Donc, par contre, quand un enfant, justement, va rencontrer un professeur qui est passionné et en même temps positif, justement, il va incuber en lui, encore une fois, cette affirmation de lui-même, de vouloir apprendre et de vouloir découvrir et de vouloir, à son tour, faire découvrir aux autres ce qu'il a appris chez lui. Je demande toujours aux adolescents que je rencontre, je leur demande « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans ton école? Qu'est-ce que tu as appris ?» Et très souvent, ils vont vous parler de certaines expériences qu'ils ont faites avec leurs amis, mais jamais par rapport à un apprentissage académique à l'école. Et pourtant, je les vois par exemple 1 fois par semaine. Et là, encore une fois, on se rend compte que, malheureusement, s'ils sont autant avec leurs amis ou autant sur leurs réseaux sociaux, c'est une des raisons, parce que justement, ils peuvent s'affirmer dans ces réseaux sociaux. Ça leur confère non seulement ce narcissisme dont ils sont manquants,
parce qu'ils sont dans un environnement qui les brime, qui ne les affirme pas assez, qui ne les valorise pas. Qui ne les valorise pas. Et en même temps, ces réseaux sociaux leur confèrent ce sentiment de sécurité. C'est leur propre monde. Les amis sont choisis. Est-ce qu'on peut en profiter, puisqu'on évoque les réseaux sociaux et leur place et le rôle dans le développement de l'estime de soi chez les enfants, et évoquer cette grosse problématique, cette grosse épidémie de ce jeu qui fait fureur et qui est mortel, le jeu de la baleine bleue. Beaucoup d'enfants se suicident à cause de ce jeu-là, parce qu'ils ont besoin, en quelque sorte, de prouver qu'ils font partie d'une communauté, être valorisés, mais ne réalisent pas la portée de ce jeu et la portée de cet acte. Oui, malheureusement, je pense que ce n'est pas le seul jeu, et je pense que ce ne sera pas le dernier, encore une fois. Tout à fait. Encore une fois, si un adolescent ou un enfant est dans les réseaux sociaux, il y a ce besoin justement de renier tous les grands, ou toute forme d'autorité de mon entourage, et de me retrouver avec une communauté qui puisse me comprendre, qui puisse aussi me valoriser. Les réseaux sociaux permettent, et surtout ce genre de jeu, permettent justement de se challenger, de montrer qu'on est le plus fort, de montrer justement qu'on est apprécié par la communauté, qu'on a de plus en plus de suiveurs, parce que justement, non seulement j'ai un homonyme, j'ai un nom particulier que je peux choisir, vecteur de confiance, vecteur de puissance et de pouvoir, et en même temps, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, et beaucoup de gens qui demandent après moi au quotidien. Mais c'est une estime de soi qui est valorisée, mais virtuelle. Qui est virtuelle, malheureusement, mais encore une fois, le cerveau adolescent n'est pas encore en mesure, de par sa maturité, de faire encore une fois la différence entre la réalité et le virtuel à proprement dit. Parfait. Et justement, moi, je trouve que la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même au niveau du système scolaire aujourd'hui, il y a du changement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement des cours académiques, il y a quand même une possibilité aujourd'hui pour les jeunes, que ce soit même à partir de la première année collège, de pouvoir faire un projet, de faire, disons, des capsules vidéo, de travailler par exemple sur le thème du harcèlement à l'école et de permettre à chacun de venir exprimer d'abord qu'est-ce que c'est le harcèlement, comment vous faites quand vous voyez un harcèlement, de pouvoir donc conscientiser que le harcèlement réellement ça a un impact énorme. L'autre possibilité aussi c'est en post-bac d'avoir les grandes écoles qui ont donc des structures, des Nactus, où chacun donc va être porteur d'un projet, va travailler en équipe pour que chacun justement puisse mettre disons à contribution ses compétences et sa capacité à travailler en équipe. Et ça c'est très très porteur après pour des compétences et une affirmation de soi au sein de l'entreprise. Alors on va y arriver justement, mais juste après une courte pause, restez avec nous, nous revenons sur le plateau d'Once dit tout pour continuer cette thématique « Je veux arriver à m'affirmer ». A tout de suite. Sur Média TV, bonjour et bienvenue à vous. C'est la suite d'Once dit tout, deuxième partie de cette thématique consacrée à l'affirmation de soi et puis ensuite une autre interview, cette fois-ci santé. Peut-on éviter les césariennes? Dr Youssef Benjeloun sera là pour les détails. Je suis avec Camélia Zakaria, psychologue clinicienne, et Mouna Asqali, coach certifiée formatrice en soft skills. Nous avons largement parlé des enfants et des jeunes et leur conditionnement, entre guillemets, un conditionnement positif ou négatif, et puis comment l'estime de soi est finalement... Vraiment, ça englobe beaucoup. Hein. Quand on parle d'estime de soi, c'est confiance en soi, image de soi, amour de soi, valorisation de soi, enfin voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ils peuvent retrouver la première partie dans son intégralité sur mediantv.com. Mais pour ceux qui sont avec nous, maintenant, on continue. Et si on devait parler de l'exemple du couple. Dans un couple, peur de perdre l'autre, est-ce que c'est un problème d'estime de soi? Oui. Ça pourrait être justement soit un problème d'estime de soi, soit une peur de l'abandon, parce que justement on a peur de reproduire le même schéma, mais en tout cas il y a quelque chose à aller travailler en thérapie. Maintenant oui, ça peut être aussi un éventail de prise en charge quand on parle de l'affirmation de soi. On peut retrouver par exemple, si je devais schématiser, un problème d'affirmation de soi en couple, où on va voir qu'il y en a un qui fait beaucoup de sacrifices au détriment de sa santé, dans un premier temps, au détriment de son temps libre pour pouvoir faire d'autres choses, alors qu'il y en a un autre justement où ce n'est pas assez équilibré. Et souvent, quand on les reçoit en thérapie, il y en a souvent un qui vient, et pas toujours les deux. Et quand on a la chance justement de recevoir les deux, c'est que les deux s'engagent justement dans une thérapie pour pouvoir avoir une action améliorative par rapport à leur Mais qu'est-ce qui les amène chez vous? Je vais vous donner un exemple tout simple. Souvent, ce sont des malentendus ou des problèmes de communication. Mais si vous êtes amené à les décortiquer, vous allez remarquer qu'il y a un problème d'affirmation de soi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas 36 000 manières de communiquer. La personnalité, elle est assez dynamique et on est amené à jouer des jeux de rôle. Quand vous êtes la fille d'eux,
Vous n'avez pas le même rôle que lorsque vous êtes l'épouse d'eux ou la maman d'eux, etc. Donc là, en tant qu'épouse d'eux, elle a un certain rôle à jouer. Soit par rapport à une situation problématique, soit elle va avoir un comportement agressif. Je vous donne un exemple. Elle est avec son mari en tête-à-tête, il est sur son téléphone, elle a préparé un dîner, et pourtant, lui, il a constamment les yeux et les pouces sur son téléphone. Elle s'énerve, tu ne me respectes pas, tu es tout le temps sur ton téléphone, tu n'as jamais le temps pour nous, etc., etc. Problème. Ça peut être un micro-problème. Donc là, elle peut avoir un comportement agressif. Exact. Elle peut avoir un comportement passif ou soumis, c'est de ne pas parler. Elle a passé toute l'après-midi à subir le mode de fonctionnement de l'autre. Ou un comportement manipulateur, c'est de lui enlever son téléphone, de trouver 70 000 astuces justement pour faire en sorte qu'il soit avec elle en tête-à-tête. Ou avoir un comportement affirmé, c'est le suivant, c'est de lui dire, tu sais, j'ai passé une agréable soirée avec toi. Le dîner était super bon. Tu as fait la conversation. Les enfants ont été très mignons. Mais c'est pas vrai, il n'a rien fait de tout ça. Tu as été très mignon, etc., etc. Mais est-ce que tu m'autorises encore une fois à pouvoir te faire une remarque? Donc encore une fois, s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont un souci de communication et qu'ils ne savent pas communiquer les uns avec les autres. Est-ce que tu m'autorises, s'il te plaît chérie, à te faire une petite remarque pour la qualité de notre relation future? Exact. Oui, mais bien sûr, ma chérie. Tu sais, quand tu es sur ton téléphone, je ne me sens pas respectée. Je me sens délaissée et j'aurais aimé qu'on ait plus de eye contact, qu'on ait plus de choses à se dire. Donc encore une fois, les gens, lorsqu'ils viennent consulter, c'est pour un problème d'interprétation et ils ne se limitent pas aux faits. Ou bien, ils ont un comportement qui n'est pas du tout affirmé, ils ont soit un comportement qui est agressif, donc ils viennent, donc je reçois le couple qui me dit, écoutez, à chaque fois, elle insulte, ou à chaque fois, elle boude, elle n'est jamais contente, etc., etc. Mais pardon Camélia de vous interrompre, parce que cette technique, on va dire, est très positive. Oui. Peut-être que les spécialistes ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un peu une technique de manipulation. Parce qu'en fait, je te demande l'autorisation de me laisser entrer, de te faire une remarque négative. Donc, je l'habille en demandant l'autorisation. Tu me dis oui. Donc, je rentre. Je lâche ce que j'ai à lâcher. Et qu'on le veuille ou non, même si la charge émotionnelle qui arrive est forte et que tu es préparé à le recevoir, c'est quand même une charge émotionnelle. Bien sûr. Mais Yasmine, tout le monde n'est pas forcément prédisposé, outillé à écouter ce genre de remarques. Alors, je continue. D'accord, je continue. Et donc, quand par exemple, cette femme va dire à son époux, écoute, la belle introduction, et ensuite elle va lui dire, mais chérie, écoute, quand tu es sur ton téléphone, je me sens X, Y, Z. Mais il peut dire, ben non, mais c'est pas tu ne peux pas te sentir comme ça, mais on a discuté. Mais ça n'empêche pas, en fait, la réaction de l'autre. Et la réaction de l'autre peut être négative. Ben, justement, tu sais, chérie, quand je ne suis pas bien. Et c'est là où on formule notre demande. Pourrais-tu, à l'avenir, s'il te plaît, quand on est en tête-à-tête, ne pas avoir ton téléphone? Vous savez pourquoi, justement, vous parlez d'habillage et de maquillage? Oui. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas forcément outillé et prédisposé à être en communication avec l'autre. Il y a l'ego, le narcissisme, la frustration de la journée, toutes les prédispositions qui ne sont peut-être pas là. Et donc, ils sont sur leurs échelles, leur ascenseur d'aspiration n'est pas le même. Elle voudrait avoir une soirée en tête-à-tête avec lui, alors que lui ne veut que pouvoir dîner tranquillement, pouvoir checker ses mails et passer. Pour lui, c'est une excellente soirée aussi. Mais encore une fois, l'échelle d'aspiration n'est pas la même. Là, encore une fois, pourquoi justement le besoin de mieux formuler la demande? C'est parce qu'on est divisé en deux. On a cette dimension émotionnelle et dimension rationnelle, qui fait que justement nous avons besoin de préparer l'autre à la décharge. Alors vous imaginez, si jamais je dis, mais tu sais, de toutes les manières, moi je me suis tapé toute l'après-midi dans la cuisine et pourtant tu n'as pas fait le moindre effort et pourtant tu es sur ton téléphone et moi c'est toujours pareil. Donc elle n'est pas reconnue, elle est agressive et manque de considération encore une fois. Tout à fait. Et ce qui peut arriver justement aussi en clientèle, c'est qu'il y a un manque d'affirmation de soi, parce qu'en fait, quand on parle de santé, c'est quoi la santé? C'est un bien-être en fait qui est physique, mental, mais aussi social. Donc c'est important que ce soit dans une vie de couple ou dans une vie professionnelle de pouvoir être là pour exprimer qu'on est bien ou qu'on ne soit pas bien. C'est essentiel. Dans le milieu professionnel, est-ce que c'est plus compliqué que dans la sphère privée? Parce qu'il y a la dimension de la hiérarchie, la dimension du salaire à la fin du mois. C'est un peu lié. Pour revenir un peu, disons, à la vie de couple, par exemple, ce qui peut aussi arriver et qu'on ressent en clientèle, c'est il y a eu un problème, une trahison. Et ce qui fait que pour que le couple continue, il faut travailler en dehors de la communication, mais également la capacité d'exprimer la colère et de dire que voilà ce que je ressens
et que ce soit reconnu par l'autre. C'est essentiel pour pouvoir arriver à un pardon et pouvoir continuer son chemin, voilà, la main dans la main. C'est essentiel. Mais quand il y a justement une colère, une frustration qui n'est pas exprimée dans le couple, effectivement, c'est les mêmes personnes qui sortent de chez elles, qui vivent en couple et qui vont après aller au travail et qui vont, disons, avoir ce malaise et qui vont transporter avec eux toute la journée. J'ai eu récemment, il y a une année, en fait, une personne qui était venue en clientèle, qui est venue, pourquoi quand cette personne, c'est un monsieur, il avait une équipe à gérer. Quand il arrivait au travail, il se rendait lui-même compte qu'il se mettait en colère. Quand il arrivait, quand il y a par exemple quelqu'un qui venait avec 5 minutes de retard, il se mettait dans tous ses états. Il utilisait parfois même des mots qui le dépassaient, alors que c'était quelqu'un quand même qui était assez rigoureux et tout, dans sa façon de parler. Et il se rendait compte que ça lui est échappé. Ça veut dire qu'il ne se contrôlait plus. Et il est venu justement, il m'a dit, je n'arrive plus à contrôler ma colère. Et je sais que quand j'arrive au travail, je me mets en colère et mon équipe, en fait, je suis en train vraiment de la massacrer. Et après, je me sens... en fait, il se sent honteux. De la culpabilité. Voilà, donc il a beaucoup travaillé sur lui, travaillé un peu sur la gestion de ses émotions pour pouvoir... Et c'est en rapport avec l'estime de soi ? Et justement, tout à fait, absolument. Donc il avait une image de lui-même, oui. Il avait une image de lui-même, voilà, où il ne se sentait pas compétent dans ce qu'on lui avait donné comme poste. Et donc, c'est pour ça qu'il ne se sentait pas à la hauteur de sa tâche. Et donc, lui... il exprimait sa frustration de cette manière en venant justement ne pas respecter les autres et puis crier fort, voilà. Donc, mais souvent, pour revenir au point de... C'est lié. Parfois, quand on n'est pas bien dans son couple, on vient au travail, il y a un malaise. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas on claque une porte et on rentre au travail. C'est la même personne. Tout à fait, voilà, exactement. donc, mais l'affirmation de soi en milieu professionnel, oui. On va dire, le problème ne vient pas de la maison. Le problème n'est pas personnel, mais il y a un souci professionnel. Le fait de tout le temps dire OK, tout le temps accepter tous les projets, ne pas discuter des objectifs, ne rien discuter et juste dire d'accord, je le fais. Alors justement, ce qui ressort justement quand ils viennent en clientèle pour un problème professionnel, comme justement j'interviens au niveau du coaching des managers, ce qui ressort c'est quoi ? C'est qu'au niveau de l'entreprise, vous avez une personne qui, à un moment, n'a plus d'énergie. Elle n'a plus d'énergie. Tous les jours, elle va arriver en retard, elle va donner des certificats médicaux parce qu'elle n'arrive plus à aller au travail. Et tout cela, pourquoi ? Parce qu'à un moment, le fait de dire oui, quand on lui demande de rester donc après 8 heures du soir, de rester jusqu'à 10 heures, par exemple de recevoir des mails à 10 heures, 11 heures du soir, 2 heures du matin. Par exemple, il y a des multinationales qui travaillent avec des pays étrangers. Et donc, parfois, il y a un décalage horaire de 6 heures. Ce qui veut dire que cette personne-là, quand elle rentre chez elle pour se reposer, elle va recevoir un mail à 10 heures, à 11 heures du soir, à minuit, à 2 heures. Et au final, elle va y répondre parce que son job en dépend. Ce qui veut dire que cette personne-là, quand elle va aller au travail, elle aura dormi peut-être que 3 heures. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne ? Justement, elle va être fatiguée, il y aura un manque d'énergie et il y aura parfois, à force de dire oui à tout, ça veut dire que même ses compétences vont être amoindries parce que l'énergie ne sera pas au rendez-vous. Donc c'est vraiment essentiel de se poser, de se dire OK, donc c'est un job, donc ça je peux le faire et expliquer quand on nous demande quelque chose, quelle est la priorité. Et de faire valider cette priorité. Même en fait à son Mais vous l'avez dit, parfois le travail en dépend. Oui, bien sûr. Le poste en dépend. Justement, mais pour rester compétent, pour rester reconnu, c'est important de mettre des limites, de dire ça je fais, mais expliquer qu'il y a aussi d'autres priorités qui font partie également du bénéfice de l'entreprise, mais que si par exemple je fais ça à la place de ça, mais finalement l'entreprise ne va pas être gagnante. Donc voilà, essayez un peu d'expliquer. Et voilà, mais en fait, on sent la difficulté parce que vous le dites, vous dites essayez d'expliquer. Vous ne dites pas expliquer, vous dites essayez d'expliquer. Vous êtes consciente, vous, en tant que spécialiste, que ce n'est pas facile pour l'entreprise et surtout pour les multinationales, vous l'avez dit, qui travaillent avec des horaires de décalage, que ce n'est pas quelque chose qui est évidente à mettre en place pour la personne qui en souffre aussi. Bien sûr, ce n'est pas évident, mais je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience qui a été faite par les managers. Il y a beaucoup en fait d'ateliers que justement je développe, de développement personnel pour les leaders, pour qu'ils puissent justement arriver à gérer une équipe, mais qui ait envie d'être là tous les jours et d'arracher le morceau, et voilà, qui en veulent. Donc c'est aussi ça. Il y a quand même, quand on voit un peu quand on voit aussi tous les ateliers de bien-être au travail qui sont en train de se développer, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui fait qu'il y a quand même eu du
mal-être, il y a eu de la casse, il y a eu des gens qui n'étaient pas bien, voilà, il y a eu des cas de suicide. Quand on voit qu'en France, par exemple, il y a eu des cas de suicide dans l'entreprise, ce qui veut dire que c'est important de pouvoir placer des limites pour rester opérationnel. Et il y a On se dit tout à revoir sur mediantv.com. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Camélia Zakaria, psychologue clinicienne, Mouna Sqli, coach certifié et formatrice en soft skills. Moi, je reste avec vous et on parle santé. À tout de suite. Allez, on y va tout de suite. Sur notre interview santé, je suis avec le docteur Youssef Benjeloun. Il est gynécologue et nous allons essayer de faire le point sur les césariennes. Pourquoi autant de césariennes et comment expliquer cette augmentation de cette pratique chirurgicale? Eh bien, nous faisons le point avec vous, docteur. Bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Merci à moi aussi. Alors, d'abord, docteur Youssef Benjeloun, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de césariennes pratiquées et ce chiffre qui serait constamment en hausse de par le monde et bien sûr également au Maroc? Oui, on a une petite idée par rapport à ce qui se passe au Maroc. Au niveau des hôpitaux publics, on est autour de 15-20%. C'est un chiffre correct? C'est un chiffre approximatif, mais au niveau du secteur privé, le taux peut avoisiner les 70%. Et on peut parler de certains pays francophones, notamment la France, qui est un peu une référence pour nous. Ils sont autour quand même de 20%, qui est un chiffre un peu plus raisonnable. Exact. Et qui s'approche un peu aux recommandations de l'OMS. Certains pays, comme le Brésil, arrivent à des records de 80% de taux de césarienne, tout secteur confondu, ce qui est quand même énorme. Et il faudrait quand même essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce taux augmente aussi fortement dans ce genre de pays ou bien même dans le secteur privé, par exemple au Maroc. Quelles sont les raisons qui sont derrière cette augmentation? Vous expliquez ça comment, en tant que spécialiste? On peut identifier 4 facteurs. Le premier est relatif à l'âge de plus en plus avancé de la grossesse. Tout à fait. Qui est souvent, l'âge de la mère? Oui, de la maman, qui est souvent corrélé à un problème d'infertilité aussi, qui va un peu de soi, hein, vu qu'il y a une raréfaction des follicules, des ovocytes, etc. Donc, ce qui fait que c'est des grossesses qui sont, pour la maman, mais aussi pour le praticien qui la suit et qui va l'accoucher, c'est des grossesses qui sont un peu plus précieuses que si elles n'étaient venues à un âge plus précoce. Ok. Donc à ce moment-là, c'est la maman ou c'est le docteur qui recommande une césarienne? À ce moment-là, c'est un consensus qui se fait à la fin de la grossesse par rapport à un certain nombre de facteurs qu'on va identifier comme étant à risque pour cet accouchement et qui vont faire mener à une césarienne. Lesquels, par exemple, docteur? Toujours, je rebondis sur l'âge avancé. Il y a un facteur physiologique, anatomique qu'on retrouve souvent. Un utérus d'une femme de 35 ans ne ressemble pas à celui d'une femme de 25 ans. C'est le muscle utérin peut être un peu plus fibreux. Parfois même, il peut y avoir des fibromes qui font que les contractions utérines, lorsqu'elles se déclenchent, lorsqu'elles préparent cet utérus à l'accouchement, peuvent être perturbées par cette fibrose ou ces fibromes, donc comme un obstacle qui ne va pas permettre à ces contractions d'arriver au niveau du col. Donc, ce qui fait que le col ne s'ouvre pas vraiment comme il devrait, il ne s'ouvre pas dans les temps. Et ça, vous pouvez le prédire avant le travail même? Oui, on peut le prédire, par exemple, en fin de grossesse, à la fin du 9e mois, lorsque le travail approche, lorsqu'on est en préparation à l'accouchement par des petites contractions qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks, on remarque que certaines patientes elles n'arrivent même plus à dormir, c'est-à-dire que les dernières semaines, ces contractions ont l'air de démarrer, mais de ne pas vraiment démarrer, de s'arrêter quelques heures dans la nuit. Oui, c'est une patiente qui arrive chez son médecin et qui lui dit, voilà, docteur, ça fait 1 semaine, je n'arrive pas à dormir, je ne dors que 2-3 heures dans la nuit. Le reste du temps, j'ai des contractions qui sont là, qui me gênent, mais qui ne sont pas vraiment efficaces.
Donc le médecin va se rendre compte que le col ne s'ouvre pas, que malgré ce travail, ce faux travail en fait, Exact. le col ne s'ouvre pas, qu'il n'y a pas donc Mais de c'est un faux résultat. travail, le col n'est pas supposé s'ouvrir ou il peut s'ouvrir avec... Il est supposé s'ouvrir avec ses contractions? En principe, donc, il y a deux phases hein, dans l'accouchement. Il y a la phase de préparation à l'accouchement où le col est supposé passer d'à peu près en moyenne de 4 cm de longueur à peu près 1-2 cm de longueur. C'est dû à ces contractions de Braxton Hicks qui ne sont pas très douloureuses, c'est plutôt une gêne, une tension au niveau du dos, du bas du ventre. Ce n'est pas vraiment tout l'utérus qui se contracte et ces contractions doivent normalement démarrer dès le 7e, 8e mois et arriver au 9e, en fait, ces contractions doivent se transformer en des contractions un peu plus régulières et continues et qui vont de plus en plus être douloureuses et intenses, qui vont mener ce col, une fois qu'il est ce qu'on appelle en termes médicaux effacé, qui vont mener ce col à une ouverture de 1 cm à celle de 10 cm qui est le diamètre. Et en fait, ça n'arrive pas à ce stade-là. Donc à ce moment-là, voilà, vous recommandez une césarienne? À ce moment-là, en fonction des conditions, si le poids du bébé le permet, si la présentation est une présentation céphalique, donc la tête est la partie la plus basse, bien fléchie, que les dimensions du bassin le permet et que la volonté de la femme soit là, que vraiment que cette femme ait envie d'accoucher naturellement, on l'encourage à ce moment-là et on peut, parce qu'il n'y a pas eu cette préparation, il y a eu ce retard, on peut bien sûr sous couvert que le bébé n'est pas souffrant, parce qu'on peut le vérifier par un enregistrement cardiaque fœtal, on peut déclencher à partir de la 39e semaine par des hormones, par des prostaglandines, et pour permettre justement à ce travail qui ne s'est pas fait durant plusieurs semaines ou qui a eu du mal à se faire, de se faire en quelques heures, si vous voulez. C'est-à-dire que donc, le col même dans ce contexte-là, la césarienne n'est pas... non, il y a des artifices. Forcément prescriptives. Il y a des artifices qu'on peut utiliser, mais ces artifices sont souvent voués à l'échec, il faut le dire. On est autour de 70% d'échecs, donc on passe à la césarienne. Et ça, c'est l'âge de la mère en particulier qui le détermine? Il n'y a pas que ça. Alors, le premier facteur, on a dit, c'est des grossesses de plus en plus tardives. Mais le deuxième facteur, on peut identifier l'alimentation. Ah bon? D'accord, oui, l'alimentation depuis les premiers mois de grossesse est importante parce que bon, il y a une part génétique dans le poids du bébé, mais il y a aussi une part de l'alimentation et surtout les sucres. Il faut en identifier les sucres. Le sucre doit être vraiment l'ennemi numéro 1 de la femme enceinte parce que chez toutes les femmes enceintes, il y a ce qu'on appelle une intolérance à l'insuline, c'est-à-dire que le corps de la femme enceinte ne répond plus à cette hormone comme il le devrait. Et chez certaines femmes un peu plus que d'autres, ce qui entraîne un diabète carrément de gestation. Voilà. Et donc, face à un diabète gestationnel, c'est forcément une césarienne? C'est souvent un gros bébé qui avoisine les 4 kilos, voire plus. C'est un hydramnios, c'est-à-dire beaucoup de liquide amniotique. Et c'est souvent une césarienne parce qu'il y a des risques importants. Ok, alors on l'a dit, c'est l'âge tardif de la maman, son alimentation, le poids du bébé. Alimentaire, il faut insister. La peur de la douleur, parce qu'on manque de temps, docteur, on a trop pris de temps sur l'explication de l'âge de la maman. La peur de la grossesse, de l'accouchement, pardon, et on voit qu'il y a de plus en plus de césariennes de convenance, de césariennes programmées, parce qu'il faut une maîtrise totale de son emploi du temps, de son programme, de son congé maternité lorsqu'on travaille, des vacances des autres enfants quand on en a d'autres. Oui, effectivement. Donc il y a aussi un facteur psychique, enfin physique. Donc il y a un facteur physique, c'est l'absence de préparation à l'accouchement, mais aussi qui est lié à un facteur psychique qui est un peu culturel. C'est la peur que quelque part l'entourage peut injecter à cette patiente par rapport à l'accouchement, à la douleur de l'accouchement, etc. Et tout ceci se travaille grâce à une préparation physique qui doit commencer normalement dès le 7e mois, mais aussi psychique, c'est-à-dire qu'il
Donc il faut que cette patiente ait des explications suffisantes, comme un peu j'ai un petit peu ébauché de le faire. Qu'est-ce que c'est qu'un accouchement? Quelles sont les phases de préparation? Qu'est-ce qui fait que ce bébé va donc prendre le chemin du bassin et faire sa descente, etc. C'est le rôle du médecin. Expliquer étape par étape, banaliser un petit peu l'accouchement, mais surtout le préparer. Parce que si on se prépare jusqu'au 9e mois, c'est un peu trop tard. Il faut se préparer dès le 7e mois et prendre le temps de le faire hebdomadairement, faire des exercices en salle, à la maison. Vous avez beaucoup de personnes, désolé de vous interrompre docteur, vous avez beaucoup de personnes qui se posent aussi la question du rôle et de l'implication du médecin gynécologue, celui qui suit cette patiente qui vient demander une césarienne programmée. Et on se dit déontologiquement, moralement, est-ce que ce médecin a le droit de le faire? Oui. Alors mettons-nous à la place de ce médecin. En fait, il reçoit cette patiente en fin de grossesse, au 9e mois, avec quelqu'un qui est déjà dans cette optique d'accoucher par césarienne. Elle n'a pas fait sa préparation. Ni physique, ni mentale. Pour ce médecin, c'est déjà un peu trop tard pour entamer ça. C'est une tâche un peu difficile de convaincre cette patiente d'aller sur l'option naturelle, de rattraper donc ce manque de préparation en l'espace de quelques semaines. C'est un peu difficile, mais c'est jouable. Mais ce médecin est un peu responsable de cette situation, puisque c'est sa patiente. On va dire, dans le meilleur des cas, il l'a suivie pendant 9 mois. Donc, il aurait pu anticiper cette préparation avec elle. Oui, mais on reçoit des fois des patientes sans qu'il y ait de suivi. On les reçoit en fin de grossesse, juste pour un accouchement qu'elles ont décidé auparavant par césarienne. Par césarienne. Bon, maintenant, si c'est une patiente effectivement qui a fait son suivi depuis le départ, il faut donner des conseils alimentaires, il faut préparer dès le 7e mois, etc. Et même des fois, en préparant l'accouchement naturel, à accoucher naturellement, on prépare aussi cette femme à la césarienne parce que ce n'est pas obligatoire parce qu'on a fait une préparation à l'accouchement qu'on va à 100% accoucher naturellement. Il peut y avoir un incident au cours du travail, une souffrance qui fait que... Et en général, ces patientes qui ont été préparées comme ça, elles acceptent très bien. Elles acceptent aussi bien la voie naturelle parce qu'elle a été possible dans de bonnes conditions, que le passage à la césarienne. Donc c'est vraiment un travail qui doit se faire dans le temps. Et quand on est pris un peu au dépourvu en fin de grossesse, c'est difficile de rattraper, mais c'est jouable. Donc le médecin, effectivement, pour convertir une patiente qui est venue à la base pour déjà décider à faire une césarienne, pour la convertir vers un accouchement naturel, donc il doit faire beaucoup d'efforts, il doit faire un travail de vérification que d'abord anatomiquement et physiologiquement les conditions le permettent, et ensuite faire un travail intellectuel, faire un travail psychologique par rapport à cette patiente pour dédramatiser l'accouchement naturel, la mettre en confiance et essayer de préparer. Si la préparation est suffisante, c'est bon. Sinon, on peut déclencher, je vous ai dit, artificiellement, avec une surveillance drastique du bébé et de la maman, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Docteur Youssef Benjeloun, donc une césarienne peut être évitée s'il y a une bonne préparation en amont, un bon suivi et surtout sur plusieurs volets. Donc la santé, l'alimentation, la préparation, également on en avait parlé avec vous dans une autre émission, la préparation à l'accouchement même. Et donc ce sont différents éléments qui font accepter l'accouchement naturel, la douleur. Et puis on n'a pas parlé de tous les moyens de gérer la douleur. L'accouchement sans douleur est aussi possible grâce à la péridurale. Mais voilà, ça c'est vraiment un travail. Au-delà du suivi technique de la grossesse, c'est aussi un suivi psychologique, émotionnel que devrait avoir le médecin avec sa patiente. Docteur Youssef Benjeloun, vous êtes gynécologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très vite sur Médien TV. C'est un plaisir d'être avec vous pendant cette heure entière. Un grand merci à toute l'équipe et à bientôt.